Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité. On fera un petit débrief national-international par rapport au conflit en Corse et au conflit actuel en Ukraine. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 22 mars 2022 et les autorités semblent effectivement vouloir annuler les festivités de la mi-carême de ce jeudi. Pour la préfecture, la situation épidémiologique est inquiétante avec 2700 nouveaux cas répertoriés la semaine dernière et un taux de positivité à 14%. C'est sans compter le maintien de l'état d'urgence sanitaire. Enfin, ils concluent effectivement leur communiqué en parlant de la vaccination qui reste la meilleure solution pour sortir de la situation difficile dans laquelle l'épidémie nous place. À noter que la France hexagonale, qui connaît des niveaux supérieurs aux nôtres, n'a pas été placée en état d'urgence sanitaire et que malgré le rebond épidémique, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé qu'il poursuivrait la suppression des mesures comme le port du masque, qui n'est plus obligatoire depuis plus d'une semaine au niveau national. En tout cas, ces décisions politiques en Guadeloupe, qui sont plus politiques que sanitaires d'ailleurs pour Akio, exaspèrent littéralement le mouvement culturel. Il s'appuie sur les chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé pour démontrer l'incohérence des explications fournies. En effet, les taux d'incidence ont réduit continuellement pendant le carnaval et après. Une interdiction qui sonne donc de trop pour les carnavaliers qui manifesteront donc leur désaccord le jeudi 24 mars à partir de 16h dans les rues de Pointe-à-Pitre. On a aussi le mouvement culturel Voukoum qui pense défiler quand même sur la Basse-Terre. Et nous avons ce soir sur le plateau Willy Abar, président de l'Office du Carnaval de Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Abar. Bonsoir Harold, bonsoir à des spectateurs de Canal 10. Alors quand vous voyez des mouvements culturels qui sortent ce genre d'annonces à dire un peu défier effectivement les autorités, qu'en pensez-vous ? Alors, moi, premièrement, je dirais, le préfet est dans son droit et dans son devoir, première chose. Deuxième chose, je dirais, Akio Voukoum, effectivement, sont dans leur droit. Parce qu'effectivement, ils ont le droit de défier une interdiction et autres. Et il faut se rappeler les choses comme elles sont. Akio et ce que Akio est aujourd'hui, c'est un sous-préfet qui a fait, effectivement, que donc Akio, effectivement, dans ses droits. Moi, derrière, aussi, il faut faire attention aussi que même le sous-préfet a fait qu'Akio et Akio ce qu'il est, le préfet qui est là aussi peut faire Akio, effectivement, dessous d'Akio aussi. Il y a ça aussi, il faut s'attendre à ça aussi. Mais moi, je ne m'arrête pas sur les chiffres. Hein. Donc, lundi, on a une réunion avec M. Tristan Riquelme, le directeur de cabinet du préfet. On a insisté, on a parlé. Moi, sous les chiffres, moi, je ne fais pas confiance sur les chiffres. Moi, ça, c'est clair. Bon, même bien avant le carnaval, je l'avais dit. J'avais dit au carnaval de faire attention qu'après le carnaval, qu'il ne soit pas le bouc émissaire pour faire dire que ça a augmenté effectivement le taux de positivité. Donc, moi, aujourd'hui, ce qui m'interpelle, et pourquoi, effectivement, que je dirais, je vais un peu dans le sens de la préfecture, je le dis, hein, sincèrement, enfin, tous ceux qui étaient connectés hier, ont plus ou moins, à part un ou deux qui ont un peu riposté, c'est un peu normal, c'est ce qui fait l'équipe d'une société, tout le monde ne peut pas être pour. Moi, c'est la tournure que prend après le carnaval, après les défilés, les déboulés, la tournure que ça prend. Cette histoire de tir à balles réelles sur la police, le lancement de bouteilles et autres objets, voilà, c'est pas notre carnaval, c'est pas nous ça. Effectivement, d'accord, la Guadeloupe est sous tension, mais c'est un truc qu'on ne peut pas tolérer. Mais Akio a rebondi dessus en disant que la violence n'était pas du fait du carnaval, qui avait déjà oui, des exactions. Non, mais c'est exemple laquelle que je dis que Akio est dans son droit. Il a le droit de ne pas vouloir respecter effectivement une directive qui a été donnée par l'État. Mais comme moi, quand j'ai dit, où j'ai abondé dans le sens de la préfecture, c'est ce côté où derrière, je prends l'exemple très simple. Imagine toi, Harold, tu entres chez toi, ou je sais pas, tu reçois, on dit en langage général, balle perdue, mais là, il n'est pas perdu. OK, tu n'as rien à voir dedans. Ce n'est pas nous, ça. Ce n'est pas nous. Donc, quand on reste dans le cas du carnaval, oui. Effectivement, et je l'avais dit bien avant, de faire attention, parce que je savais déjà qu'on allait mettre ça sur le dos des carnavaliers.
Donc pas de carnaval ce jeudi, en tout cas pas de carnaval organisé par les fédérations et l'office? Oui, pas de carnaval organisé par ni les fédérations, ni les comités. Parce qu'il faut savoir aussi que la responsabilité d'organisateur et la responsabilité d'un groupe, c'est pas la même chose. Comme je dis, Akio a toujours pris ses responsabilités et moi je les remercie pour ça parce que quand on prend des décisions, il faut savoir assumer aussi derrière. On se rappelle, je revenais dessus, en 85, quand Hugo a dit non. Et ils ont défié, effectivement, et ce qui a donné Akio d'aujourd'hui. Donc ils sont dans cette mouvance, plus ou moins. Mais bon, faisons attention quand même, parce que moi, au niveau de, que ce soit l'OCG, les fédérations, les groupes moyens, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'à la mi-carême, là, tout n'allait pas. Parce que bien avant la mi-carême, on a du mal à faire démarrer la mi-carême. Ouais, c'est très peu de groupes, voilà, ça part à 19h, voilà. Bon, cette année, il n'y a pas eu le carnaval qu'on souhaitait avoir. On a eu un carnaval, je dis minima. Mais quand même, il ne faudrait pas que l'année minima, c'est où il se passe plus de choses, de mauvaises choses sur notre carnaval, pour l'image de notre carnaval à lui-même. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une scission entre les carnavaliers, encore une fois? Ah oui, mais c'est-à-dire que ça risque d'avoir une situation, mais avec le recul, après, on va laisser un petit peu de temps passer. Voilà, après. on va comprendre un peu, effectivement, la position. Je dis, c'est vrai que nous sommes habitués, nous avons notre carnaval, parce que quand on regarde ce qui se passe en métropole, voilà. Notamment quand on regarde, je fais une parenthèse, quand on voit ce qui se passe en Corse et comment on a réagi en Guadeloupe, je comprends les gens, cette révolte, effectivement, qu'ils ont. Mais bon, vous savez, moi, de ma posture, plus ou moins, au niveau de l'office et les comités, les fédérations, effectivement, on ne peut effectivement qu'aller et abonder un peu de ce sens. Parce que je vais le répéter encore ce soir. Là, pour le jour, vraiment, que le monde du carnaval sera vraiment, je dirais, à 95% solidaire, ça fait que là, OK, là, je vais aller dans ce sens. J'aurais déjà... Au moins, j'ai entendu dessus. Mais bon, là, comme je dis, c'est un groupe. La présidente prend ses responsabilités avec ses membres. Donc, moi, je peux lui demander de faire attention pour que ça puisse pas déborder, parce que les mauvaises choses restent toujours les traces et on va toujours parler des choses, des mauvaises choses. On ne parlera jamais des bonnes choses. Merci beaucoup, en tout cas, William. De rien, je te remercie d'être venu sur ce plateau. Et après 3 mois de conflits internes, la Poste Nord Grande Terre met en place un service minimum. La distribution des courriers et colis se fera dans la mesure du possible, un jour sur 2. Oui, vous avez bien entendu, dans la mesure du possible. Donc ça se fera à la salle polyvalente de Massieu-Anse-Bertrand, à la salle polyvalente de Gros-Cap à Petit Canal, au foyer rural du bourg de Port-Louis. L'accueil se fera entre 8h et 11h30. Enfin bon, il vous faut arriver assez tôt pour avoir un ticket. On parle déjà de files d'attente qui commencent à 2h du matin pour en récupérer. C'est pas très vivable, en tout cas pour les administrés. Et les procurations sont acceptées et limitées à 3 personnes maximum. Et à l'occasion de la semaine de la presse qui se déroule, eh bien, les journalistes sont conviés à rencontrer les scolaires. Une occasion de leur expliquer les complexités et particularités du métier. Sabine Rome et Jeff Taylor se sont rendus à l'école Cora Mayeko de Bémao. Le reportage. C'est une action qu'on est amené à faire chaque année. Et cette année, c'est la 33e année de la semaine de la presse à l'école. Il y a une thématique, c'est s'informer pour comprendre le monde. Donc en fait, nous, on s'est arrêté avec une classe, de façon à faire venir 2 journalistes, de façon à ce qu'ils développent avec les enfants leur métier. Pour moi, c'est très important de revenir du coup au sein des établissements pour partager mon expérience et partager ma passion. Donc c'est pour ça que j'ai accepté cette invitation. Ça m'intéressait beaucoup parce que j'aimais savoir leur métier et je les trouve, ils sont gentils. Ils veulent savoir ce qu'on pense de leur métier. J'ai posé ces questions pour vraiment savoir c'est quoi le but de leur métier. Ils étaient un petit peu timides. Nous leur avons expliqué les différents métiers qui existent dans les médias. Et maintenant, ils posent des questions et ils commencent aussi à dire qu'ils aimeraient bien travailler dans les médias. D'ailleurs, certains aimeraient être cadreurs parce que ça leur plaît d'avoir la caméra et d'aller filmer ce qui se passe. Donc là, visiblement, c'est un métier qu'ils connaissaient très mal. Ils connaissaient surtout le journaliste présentateur télévisé qu'ils voient lorsqu'ils regardent les informations à la télé. Et là, nous leur avons expliqué qu'il y a toute une panoplie de métiers qui existent derrière. Donc la régie, la
technique, le cadreur, le caméraman, qu'il y a des journalistes, des éditorialistes, des reporters qui vont sur le terrain dans différents pays et ça a l'air de pas mal les intéresser. Personnellement, je ne voudrais pas être journaliste, mais quand même, c'est bien d'être venu pour nous expliquer c'est quoi le journalisme, c'est quoi leur métier. Et j'ai posé des questions et voilà. Je ne savais pas comment ça se passait, les journalistes, s'il fallait faire des choses, s'il ne fallait pas faire des choses. Donc oui. Les enfants ont bien répondu, dans la mesure où ils ont eu de très bons échanges avec les journalistes. Et suite à ça, l'action en elle-même a été pérenne. Donc les échanges ont été fructueux. Et je vous remercie d'ailleurs pour toutes les sollicitations pour les interventions auprès des enfants. Mais pour ma part, je vous le dis, vous n'êtes pas encore prêts. Hein. Donc on fera ça une autre année. L'Observatoire volcanologique, lui, fait le bilan de l'année 2021 et il fait état d'une activité volcanique intense que l'on peut constater avec les nombreuses fumerolles qui émanent du volcan. Ça a fait beaucoup de personnes s'interroger sur une éventuelle catastrophe à venir. Et à noter que l'Observatoire doit bénéficier d'un petit check-up qui devrait être financé par le département. Le reportage. Des journées comme celle-ci, ça c'est une rencontre institutionnelle, mais donc des journées qui enfin sont des journées de présentation de nos données, de résumés autour des présentations de nos données et de sensibilisation à ce qui se passe, qui pourrait se passer. Bien sûr, sont évidemment bien importants aussi pour essayer de rapprocher des différentes façons de voir les choses, de communiquer. Disons, les acteurs de la surveillance et de la science se rencontrent avec les représentants du territoire, des citoyennes, pour enfin faire un point sur la chose. C'est une chose qui est d'intérêt commun pour tout le monde, hein. C'est un risque pour tous. La Soufrière est un volcan actif, donc qui depuis un certain nombre d'années a un système hydrothermal qui est très actif. Donc on a noté cette année un certain nombre d'événements qui montrent que ce système hydrothermal continue à fonctionner. Et donc les touristes aiment bien voir les fumerolles en haut du volcan, mais les fumerolles sont le signe de l'activité volcanique qui est intense. C'est notre rôle, hein, la protection des biens et des personnes. Je vous ai dit que j'étais responsable dans ma commission des risques majeurs. Donc nous mettons à disposition donc, ce bâtiment qui se trouve sur le Ouelmont, avec évidemment une subvention de fonctionnement de 39 000 €. On a aussi un gardien qui est là sur le site qui surveille, qui est là pour mise à disposition. Et également aussi, nous avons les travaux de réfection qui sont pris en charge, les travaux d'amélioration de la peinture, enfin bon, l'entretien. Il est bien évidemment du rôle du département de mettre ces conditions-là pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions, puisque c'est eux qui sont les garants de notre sécurité. Donc là, ils travaillent pour nous, pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens. Et vous savez bien qu'en ce moment, la Soufrière est en surveillance. Donc comme nous l'a dit M. Moretti pendant sa présentation, on est en vigilance renforcée, vigilance jaune renforcée. Donc le volcan bouge, il est actif, donc nous sommes véatifs. Retour maintenant sur les journées mondiales de l'eau ici en Guadeloupe où la ressource manque quand même de temps en temps, hein, vous le savez. C'est l'occasion qui nous est donnée de sensibiliser le grand public sur la nécessité de préserver les milieux aquatiques. On se rend compte le plus souvent que les pressions exercées par l'activité humaine ont un impact sur les milieux aquatiques et donc c'est ensemble qu'on peut arriver à corriger ces dérives. Si on change nos habitudes, si on change nos pratiques, on préserve une qualité de vie et on a une santé qui est nettement meilleure. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, on a présenté au grand public des visites virtuelles, c'est-à-dire qu'avec des drones, on a filmé des sites naturels, on a montré au public la qualité de la richesse de notre biodiversité, mais on a aussi appelé son attention sur les pressions qui s'exercent sur ces milieux, les rejets d'activités économiques ou industrielles, la non-conformité de certains dispositifs et qui nuisent à la qualité de ces milieux. Le souhait, c'est de plus en plus d'inciter notre jeunesse à investiguer les métiers de la biodiversité et de la préservation des milieux aquatiques, parce que dans un archipel comme le nôtre, il y a beaucoup d'opportunités qu'il ne faut pas rater.
On part maintenant pour la présentation du projet Caribix qui vise à développer l'infrastructure Internet du territoire avec la mise en place de points d'échange IXP. L'objectif, ordonner, contrôler et sécuriser le trafic data pour réduire les disparités d'accès, on va dire un peu stabiliser les connexions pour tout le monde. Le reportage. En effet, cet espace Caraïbes est une zone complexe car composée de pays, de territoires, de taille et de niveau de développement assez éloignés. Qui plus est, il se singularise par une diversité culturelle et linguistique qui constitue indéniablement une richesse, mais qui peut aussi se révéler être un frein à la coopération. Ce projet va permettre de pouvoir interconnecter les pays de la Caraïbe, éviter aujourd'hui qu'on puisse être obligé de passer sur le circuit international pour pouvoir faire des échanges numériques. Ça nous permettra trois choses. La première, c'est de pouvoir faciliter ces échanges, réduire les coûts d'exploitation, mais aussi permettre une meilleure qualité du haut débit et augmenter, je dirais, ces flux. Cela permettra à des Guadeloupéens de profiter, parce que le temps de latence va être réduit par rapport à un circuit qui était beaucoup plus long pour les échanges Internet. Ça fera qu'aujourd'hui, nous aurons à pouvoir bénéficier dans des zones qui n'avaient pas accès à Internet, ces zones blanches, de pouvoir avoir accès. Nous avons plus de 66 000 points de connexion que nous allons mettre en place d'ici peu. Donc c'est pour nous un projet qui est là, qui arrive après nommer. Donc je pense que la Guadeloupe va pouvoir bénéficier de cet outil. Tous les moyens de communication permettent de pouvoir améliorer nos relations avec l'autre. Et ça c'est important. Et si le président Richarlison a voulu s'inscrire dans l'OECO, c'est parce qu'il considère que nous avons aussi un rôle à jouer au niveau de l'OECO. Et avec ce produit-là, nous aurons à faire appel aux experts caribéens, aux experts qui travaillent déjà sur ce domaine-là. Mais nous avons à inventer d'autres relations avec la Caraïbe, nous avons à faire des choses ensemble et nous croyons dans, je dirais, cette relation de la Caraïbe. Maintenant, c'est à nous de pouvoir accélérer les choses, les faire avancer et aussi aller dans d'autres domaines, pas forcément celui du numérique, mais le faire avec, je dirais, une intelligence et une approche que nous avons à faire. Nous sommes des Caribéens avant tout et nous devons faire en sorte que la Caraïbe nous rapporte, mais que nous puissions apporter à la Caraïbe. C'est un échange gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on laisse le numérique, demain, on le sera sur autre chose. Et on enchaîne avec l'inauguration de l'antenne d'Action Logement à Petit-Bourg. Cette agence est là pour déployer tous les services d'Action Logement Service. Donc, ce sont des aides et des prêts qui sont faits à tous les salariés et à tous les Guadeloupéens pour tout ce qui concerne le logement. Donc il y a toute une palette de prêts et de services, d'aide à la mobilité, de possibilités d'avoir des contrats visales qui permettent d'avoir des garanties auprès des bailleurs, mais également des possibilités de procéder à la rénovation ou même des prêts à l'accession. Et donc tous ces prêts et ces services qui sont déployés par Action Logement sont disponibles ici. Action Logement, depuis 70 ans, est une structure paritaire qui travaille le lien emploi-logement et donc qui apporte des logements aux salariés. C'est une structure qui vise sur une ressource qui vient des entreprises, donc 1,7 milliard par an, avec à peu près le même montant de retour de prêt. Donc on bénéficie du travail de nos aînés. Et donc nous avons un peu plus de 3 milliards d'euros par an à distribuer, à la fois pour construire des logements, pour les financer, mais également pour apporter des aides à l'ensemble de nos concitoyens. Le président a fait état de tous les fonds qui ont été avancés. Je dirais même qu'il y en a autant qui le seront dans pas longtemps. Et puis, surtout dans la situation actuelle de la Guadeloupe en termes de logement, situation très difficile. Nous sommes, on va dire, c'est un département qui est demandeur. Nous avons visité ce matin un certain nombre d'endroits où la démolition a déjà été faite, financée par Action Logement, le désamiantage également et la construction, la reconstruction également. Nous avons aussi des projets pour la reconversion.
et d'autres projets qui, au fur et à mesure qui seront présentés par les différents demandeurs, feront l'objet de décisions positives ou négatif. On ancre un peu plus notre présence. Cette volonté, elle n'est pas d'hier, puisque nous étions présents, j'étais présent en février 2020, juste avant l'épidémie Covid, pour lancer un appel à manifestation d'intérêt en Guadeloupe. Nous avions une étude sur laquelle on pouvait s'appuyer et l'ensemble des besoins qui ont été à l'époque ressentis sont aujourd'hui financés et engagés. Donc avoir une agence qui réunit à la fois l'activité d'Action Logement Service, mais également de notre structure de guichet unique en fait, Atrium, qui nous permet de recevoir l'ensemble des demandes du territoire est en effet le résultat de tout ce travail. Ludivine Gustave a présenté aujourd'hui sa méthode 5-4-3-2-1 pour relancer une activité économique. Elle propose aux chefs d'entreprise de trouver l'un des 5 piliers qu'elle a mis au point et qui leur correspond. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes au séminaire Business, plan d'urgence, plan de relance. Comment rebondir, comment capter les opportunités, quelle approche adopter. C'est un séminaire pour entrepreneurs et dirigeants. Ce séminaire s'adresse à n'importe quelle entreprise qui veut rebondir, en tout cas qui est en réflexion stratégique sur quelle opportunité prendre, comment développer mon nouveau produit ou encore comment réussir mon management d'équipe. Ici, on va vraiment parler de la méthode 5-4-3-2-1 et justement des piliers qui font que cette méthode fonctionne pour n'importe quel type d'entreprise, pour qu'eux puissent ensuite récupérer le pilier 5, 4, 3 ou 2, en tout cas, ou 1, celui qui leur correspond, celui sur lequel ils ont des challenges et réussissent à l'implémenter au sein de leur structure. Pour ce que j'en ai déjà vu, parce qu'on est en plein cours de séminaire encore, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. J'attends d'y voir un petit peu plus clair. Comme beaucoup d'entrepreneurs, avec la Covid, on a été un petit peu bousculés dans nos opérations, dans nos projets. Et donc, la question, c'est comment rebondir, comment se refaire une sortie financière, comment se refaire une clientèle, comment s'adapter aussi, parce que les temps ont changé, la Covid a changé beaucoup de choses, les confinements, puis la situation sanitaire aussi. Donc comment se réinventer en période de crise? C'est la grande question pour beaucoup d'entre nous qui assistons à ce séminaire. À côté de ça, on parlera également de business model, de stratégie, tout ce qui permet à une boîte de fonctionner. Parce qu'une boîte ne vit qu'au travers des projets successifs qu'elle met en place. Alors il y a un suivi bien sûr pour ceux qui veulent aller plus loin. En une journée, on ne peut pas apporter toutes les réponses. Par contre, on stimule suffisamment pour qu'ils ressortent de là confiants, mais également avec une vraie volonté d'avancer avec discipline. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'on a tous de bonnes idées, mais ce qui va faire la différence, c'est cette discipline, cette détermination, cet ancrage dans ce que l'on est en train de développer. Et là, pour ça, il faut une méthode, il faut un réseau, il faut aussi être bien entouré. C'est ce qu'on leur propose également après, avec la communauté Madizi. Les scolaires de Sainte-Anne sont partis à la découverte de l'expo à ciel ouvert dédiée aux personnalités de la ville. Le reste en images. Les enfants vont très peu se promener avec leurs parents et grâce à vos photographes, ils vont découvrir un petit peu les différents métiers, les personnalités qui peuplent Sainte-Anne. Et je pense que c'était important de pouvoir les emmener et d'en discuter avec eux. Le but de cette exposition, c'était de transmettre, de partager, de permettre à tout un chacun, que ce soit les adultes et les enfants notamment, de découvrir le patrimoine de Sainte-Anne. C'était un des objectifs, mettre l'art dans la rue à la portée de tout le monde et puis travailler avec les enfants parce que c'est maintenant qu'ils ont plein de choses à apprendre et de faire passer justement ce message de l'art pour tout le monde et pas essentiellement pour les gens avertis. Les personnes que l'on voit dans tout Sainte-Anne, ce sont les gens qu'on a rencontrés. Voilà, dans la rue, en se promenant, on rencontrait quelqu'un qui nous disait allez voir un tel, il fait ceci. Donc en fait, ce sont des inconnus pour la plupart et que l'on a vraiment rencontrés au gré de nos balades sur Sainte-Anne. J'ai vu des photos, j'ai vu des boulangers, un monsieur qui fait du vélo, qui a fait le tour du monde, le tour de la Guadeloupe, désolé. Autant on a été rencontrer des pêcheurs qu'un fabricant une dame qui fabrique des balais. On a vu un monsieur qui fait des cassaves depuis très longtemps et des commerçants de Sainte-Anne, des gens qu'on croise tous les jours dans la rue et on a voulu les mettre en lumière pour faire briller leur commune avec eux.
Les jeunes usagers du service d'accompagnement comportemental spécialisé ont été récompensés lors d'un concours Handi-Danse. Ils ont pu travailler la motricité, leur coordination tout en s'amusant. Regardez. J'ai cet honneur aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir remettre les médailles, la récompense en fait de travail acharné pendant une année, voire en tout cas un nombre de mois certains, et de récompenser cette joie qui a été transmise en fait à travers une chorégraphie. Ravie de cette médaille d'argent parce que ça permet quand même de féliciter les enfants, de les valoriser par rapport à la chorégraphie Handi-Danse qu'ils ont pu faire, et puis aussi pour le travail de l'équipe derrière. Ces séances se sont passées sous la houlette de Madame Sylvie Lambourdière, qui a été formée aussi pour du coup accompagner les enfants, donc à raison de 2 à 3 fois par semaine. Ça a changé, ça a cassé un petit peu la routine du quotidien, mais ça permet aussi, en fait, on met à profit ces temps de danse pour pouvoir effectivement travailler leurs projets. Ils ont chacun un projet individualisé, donc certains on aura plus travaillé la motricité, pour d'autres ce sera plus la coordination, pour d'autres le fait de rester en groupe. Chaque enfant avait des objectifs bien précis pour cette chorégraphie. Très heureuse parce que nos enfants ils sont épanouis au SACS Sabemaro. Et ça fait 3 ans, je suis Madame Eugène, maman de Janela, qui aura bientôt 18 ans. Et depuis 2018, novembre 2018, qu'elle est au SACS Handi-Danse, les enfants ils ont besoin de pouvoir se mouvoir comme les autres enfants, avec leurs différences. On a des surprises incroyables d'enfants qui, par exemple, au départ ne participaient pas totalement. On avait l'impression qu'ils n'allaient pas prendre part à la chorégraphie et qui, à la fin, deviennent les danseurs phares. Donc voilà, vraiment des évolutions au niveau des échanges entre les danseurs et les accompagnateurs, mais aussi entre les danseurs et surtout cette reconnaissance des danseurs par rapport au public. Cet échange-là, cette valorisation-là, elle est hyper importante. Et elle favorise forcément l'évolution des danseurs ensuite. Il faut valoriser chacun au niveau de son travail, particulièrement les usagers pour le travail fourni, mais également toute l'équipe pluridisciplinaire qui accompagne ces enfants depuis tantôt. Je dis toutes les activités qu'ils font au SACS, les MP, c'est professionnel, et pour accompagner nos enfants dans l'autonomie, dans les apprentissages et la socialisation, ce que nous parents, on ne peut pas apporter à nos enfants. On ne peut pas être aide médico-psychologique au SACS sans que ce soit une passion et une vocation. Il faut de la patience, il faut prendre son temps, il faut refaire. Et même à la maison, hein, elle me fait danser, elle me fait tourner. C'est la médaille des parents aussi. Hein. Bon, bien sûr, c'est la médaille des parents, on est très satisfaite. Un reportage signé Stanley Manicor. Et après avoir surmonté les tumultes de son existence, Siana Diosho a décidé de consigner ses principes de vie dans un ouvrage baptisé « 7 clés pour activer son feu sacré ». Elle le présentait à Petit-Bourg. Regardez. J'ai écrit ce livre parce que déjà de base, j'aime beaucoup écrire, mais j'ai traversé une période très difficile, une période sombre où je ne pensais pas pouvoir m'en sortir. J'avais pratiquement envie de ne plus exister. J'étais en train de mourir à petit feu et je ne savais pas comment m'en sortir. Et la vie m'a permis de trouver des solutions qui sont devenues des clés que j'utilise pour pouvoir être motivé, être encouragé et pouvoir affronter sereinement toutes les situations de la vie. C'est un livre de motivation et d'encouragement. C'est un livre qui se destine à une personne qui aimerait avoir plus d'encouragement, plus de motivation, qui aimerait activer en lui une source de feu sacré, une source intarissable d'abondance, d'amour, de toutes sortes de bonnes choses, pour qu'il soit toujours en pleine forme, pour qu'il ait le feu sacré et pour qu'il soit encouragé en toutes circonstances. Cet après-midi, nous avons passé un moment agréable en présence de Madame Diosho qui a fait la promotion de son livre. Je peux vous assurer que ce livre, c'est vraiment une leçon de vie. Et je crois que nous nous sommes organisés pour pouvoir nous imprégner de ce livre, pour mieux communiquer et pour moi, pour mieux rêver, parce que la lecture est très enrichissante, combat les idées fausses et vous permet de rêver et de voyager sur place. C'est vraiment l'évasion par la lecture. Sache que pour ouvrir des portes, il faut des clés. Et dans ce livre, il est possible
que tu trouves une clé qui va te permettre d'ouvrir des portes que tu pensais qui étaient fermées. Vu la conjoncture actuelle, on a quand même fait attention et puis ça nous a permis de passer un bon moment en respectant les mesures barrières. C'était une très belle découverte pour moi parce que tout ce qu'elle a dit, c'est ce que je ressens. Parce que personnellement, j'ai perdu mon père il y a plus d'1 an. Et elle, c'est vraiment quelqu'un qui est à la recherche de la connaissance de l'être humain. Et c'est ça que j'ai ressenti. La perte de proches, ce n'est pas évident du tout. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. À noter 2 informations, à savoir que l'un des grands frères, Noël Daufour, qui est aussi connu sous le nom d'O'Neill, sera transféré demain en direction de l'Hexagone. Il sera donc dans un établissement pénitentiaire d'Hexagone. Il y aura effectivement l'éloignement avec sa famille qui passe très mal. Donc, il y aura une mobilisation demain devant le tribunal de Basse-Terre à partir de 9h30. Et effectivement, les avocats reviendront sur les conditions de détention. On sait que Samuel Kraï, par exemple, fait une grève de la faim. On ne sait pas dans quel état il est. Pour ce qui est de Frédéric Duménil, qu'on connaît aussi sous le nom de Boana, il est incarcéré dans une unité psychiatrique et visiblement son état de santé se dégrade puisqu'il a été placé à l'isolement depuis son arrivée, soit plus de 2 mois. Donc on verra effectivement ce qui ressortira de cette conférence de presse demain à 10h au Palais de Justice de Basse-Terre. Une excellente soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info, le focus, un débrief sur l'actualité. On va être plutôt global aujourd'hui. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Lydia, bonsoir à Moïse, bonsoir à Ampassav Mako, bonsoir à Kitoun Cyprien, à Lina Wild, la grande gueule, à Rulé Steve, bonsour à Jimmy Kamagou-Valière, bonsoir à Wilma Blondeau, bonsoir à Viviane Coton, à Maggie Delaney, à Teddy Bamberg, à Alain Haine, à toute la team du journal et qui est toujours en train de tout commenter. Faut suivre l'actualité. Moi, je les adore parce qu'en fait, ils suivent tout ce qui se passe sur le département et c'est important quand même de savoir, n'est-il pas? Donc, on se quitte. Je dis bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont sur les réseaux, tous ceux qui nous suivent aussi sur l'antenne de Canal 10. On se retrouve après la pub.